Alors, ce que je vais vouloir voir avec vous, essentiellement, c'est trois grands aspects au niveau des normes de fiabilité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le régime obligatoire de normes de fiabilité au Québec? Je vais vouloir ensuite parler un petit peu de comment sont adoptées au Québec les normes de fiabilité. Et finalement, je vais voir la question du programme de surveillance des normes de la fiabilité. Alors, tout d'abord, quand on regarde le régime obligatoire des normes de fiabilité, on se demande, bien, on parle depuis le début des nouvelles normes, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est depuis 2006 que la loi sur la régie de l'énergie a été amendée. Quand il y a eu le plan stratégique 2005-2016, il y avait des discussions à savoir qu'on voulait harmoniser les normes de fiabilité. Et c'est là que la régie, mais en fait le législateur a modifié la loi sur la régie de l'énergie pour ajouter au niveau du transport d'électricité une section complète sur les normes de fiabilité. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est depuis 2006 que ce régime obligatoire-là est en place. Et il n'est pas sans conséquence parce que, essentiellement, il y a des sanctions qui sont prévues si une entreprise contrevient aux normes de fiabilité. Et il y a un montant maximal qui est prévu dans la loi à 500 000 $ par jour. On verra éventuellement qu'est-ce qu'on veut dire par un montant maximal de 500 000 $ par jour. Est-ce que c'est par violation par jour? Le débat reste malheureusement ouvert sur cette question. Mais je pense que ce qui est important d'attirer votre attention, c'est qu'il y a des sanctions pécuniaires, il y a des sanctions non pécuniaires également, puis il y a des obligations qui sont vraiment importantes et donc il faut les connaître, il faut savoir si on est assujetti. Alors, je vais vous parler de différents acteurs au niveau des normes de fiabilité. Quand on parle de normes de fiabilité, on parle de régie, on parle de coordonnateur de la fiabilité, on parle d'entité visée et on parle aussi de NPCC, NERC. Peut-être que pour certains d'entre vous, déjà, ces noms-là, vous êtes familiers. Mais essentiellement, si on prend le premier acteur, un des acteurs principaux, c'est la régie. Parce que c'est la régie qui va devoir s'assurer que le transport d'électricité au Québec se fait de façon fiable et en conformité avec les normes de fiabilité qu'elle va adopter. Les pouvoirs de la régie sont quand même assez importants. Alors, comme vous le voyez, c'est la régie qui adopte les normes de fiabilité. C'est elle qui va déterminer essentiellement s'il y a une contravention aux normes de fiabilité et également la sanction à être imposée. Parce que vous avez vu la sanction maximale qui peut être une sanction pécuniaire, mais comme je le disais, il peut y avoir également des sanctions non pécuniaires. Elle peut également ordonner l'application d'un plan de redressement. Elle peut même, au niveau de si elle constatait, par exemple, si le coordonnateur de la fiabilité ou encore NPCC arrivait et cognait à la porte de la régie en disant « Écoutez, on a un problème majeur sur le réseau, il y a un problème de fiabilité », la régie aurait même la possibilité d'ordonner des mesures correctives d'urgence. Alors, si vous êtes un peu familier avec les notions d'injonction, où on fait une espèce de preuve assez sommaire, prima facie, par exemple, d'un problème majeur de fiabilité, bien, la régie, dans un contexte comme celui-là, pourrait imposer à une entité de prendre des mesures correctives, et ça même nécessairement sans la juger au fond sur possiblement une contravention. Elle peut également faire différentes inspections, enquêtes. Ça fait partie de son pouvoir général dans la loi. Un autre des acteurs, c'est le coordonnateur de la fiabilité. Dans la loi, c'est prévu que la régie doit désigner le coordonnateur de la fiabilité. Il y a eu un dossier seulement sur la désignation du coordonnateur de la fiabilité. Ça remonte à 2007. Il y avait plusieurs intervenants qui avaient comme suggéré que ce coordonnateur-là soit indépendant de Transénergie. Finalement, c'est pas ce que la régie a décidé. Elle a retenu que ça pouvait être une division, si je peux dire, de HQT, et elle a nommé, ça avait un autre nom à l'époque, mais maintenant, quand on parle du coordonnateur de la fiabilité au Québec, c'est le HQCME, ou la Direction contrôle des mouvements d'énergie d'Hydro-Québec. Et essentiellement, donc, il fait partie de Transénergie. Il n'est pas indépendant, en fait, il n'est pas dans une division indépendante. Il doit naturellement respecter un code quand même de déontologie. La tâche du coordonnateur de la fiabilité, c'est essentiellement de déposer les normes de fiabilité à la régie.
Donc, quand vous voyez les dossiers à la régie, HQCMI, etc., c'est que son devoir, en vertu de la loi, c'est de déposer les normes. C'est de déposer également le registre des entités visées. Puis ça va être très important pour ceux qui sont dans la salle et qui ne savent pas si effectivement ils sont visés ou pas. On va voir tout à l'heure que c'est le registre des entités visées qui, effectivement, est vraiment le document de référence pour vous, pour le NPCC également, pour savoir si vous êtes assujetti ou pas aux normes. Et puis, il y a également comme fonction, le coordonnateur de la fiabilité, de déposer le guide de sanction. Ce guide de sanction-là va être essentiellement une espèce d'outil de référence à la régie qui va, quand elle va avoir à entendre une cause de contravention à une norme, elle va pouvoir s'inspirer du guide des sanctions pour voir s'il y a des critères d'ajustement à considérer dans l'élaboration de sa sanction. Alors, qui sont les entités visées? Au départ, si on regarde dans la loi, et j'ai repris textuellement la disposition 85.3 qui décrit qui sont les entités visées. Et quand on fait référence à la présente section, c'est vraiment la section sur les normes de fiabilité dans la loi. Alors, vous avez, puis je vais prendre essentiellement, je pense, les alinéas qui s'appliquent plus à vous. Ça peut, dans la salle, je vois certains propriétaires ou exploitants d'un réseau de transport d'électricité. Alors, c'est ça serait une entité qui serait visée de par la loi. Il y a également des propriétaires ou exploitants d'une installation de production qui ont une puissance d'au moins 50 MVA raccordée à un réseau de transport d'électricité. La notion de réseau de transport d'électricité, je vais y revenir. La régie l'a définie. Pour ce qui est du Québec, et vous avez déjà entendu sûrement des références au Bulk Electric System, au BES et ces notions-là aux États-Unis. C'est un peu différent ce qui a été appliqué au Québec, c'est la notion de réseau de transport principal. Et je pense que vous l'avez sur les tables, j'ai remis certains documents puis je vais y référer. Dans ces documents-là, vous avez une partie du glossaire qui a été déposée avec cette notion-là de la définition de réseau de transport principal que je vous ai remis. Je vais y revenir. Il y a la notion de distributeur et également le dernier alinéa qui était le négociant. On verra un petit peu plus loin, je vais vous donner un exemple où, dans certains cas, les normes évoluent. Ce n'est plus une fonction qui est visée par les normes de fiabilité depuis 2015. Alors, toujours au niveau des entités visées, puis j'ai essayé encore une fois de cibler un petit peu plus les producteurs. Comme je le disais, le registre des entités visées va être déposé par le coordonnateur de la fiabilité, puis c'est vraiment ça qui va déterminer qui est assujetti au régime obligatoire. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, mon collègue faisait référence au géo, etc., là, mais je trouve pas mal... D'habitude, il faut toujours commencer notre présentation avec une joke, j'en avais pas, mais je vais prendre la sienne parce que je trouvais qu'elle était très bonne. Alors, quand vous regardez l'application des normes, ce que la Régie a retenu, c'est essentiellement le régime fonctionnel de la NERC et différentes fonctions que vous avez ici. Il y a une erreur au TO, ça devrait être... non, c'est pas TOP parce que TOP, c'est HQT. TO, vous devriez lire propriétaire de réseau de transport. Alors, il y a une erreur ici, mais le reste est bon. Et essentiellement, les fonctions, puis on va le revoir tout à l'heure quand on va regarder un exemple de fiche d'identité, ça reprend un petit peu ce que vous avez vu au niveau de la loi, le 85.3, donc des propriétaires, des exploitants de production, propriétaires de réseau de transport et la notion de distributeur. Alors, je parlais également de NPCC NERC, qui est un autre acteur très important au niveau des normes de fiabilité. La Régie, en fait, dans la loi, il est prévu que la Régie peut déléguer certains de ses pouvoirs à des organismes qui sont reconnus comme ayant une compétence en la matière, qui sont des experts en la matière. Et donc, à deux niveaux, la Régie a signé des ententes
avec NPCC, NERC. Tout d'abord, en 2009, pour ce qui est du développement des normes de fiabilité au Québec, parce que vous allez le voir, essentiellement, les normes de fiabilité au Québec, c'est essentiellement les normes NERC à la saveur, je dirais, québécoise. Et essentiellement, en 2014 également, elle a signé une autre entente avec NERC NPCC pour ce qui est du programme de surveillance de la conformité. Ça a pris beaucoup de temps, je vous dirais, avant la signature du programme de surveillance. Je pense que la première entente s'est faite plus facilement, mais au niveau de la deuxième entente, on a été plusieurs intervenants autour de la table pour s'assurer qu'on ne fasse pas juste un copier-coller de ce qui se faisait aux États-Unis, compte tenu que la loi, et compte tenu qu'essentiellement, c'est la régie qui va devoir vérifier s'il y a une contravention ou pas. Et on voulait s'assurer dans la rédaction du programme de surveillance que le pouvoir de déterminer une contravention ou encore une sanction était toujours entre les mains de la régie. Il y a également un changement de gouvernement là, entre les deux, alors ça fait qu'au niveau du ministère, ça a été pas mal plus long. Alors, comment faire pour déterminer si vous êtes assujetti ou pas au niveau des normes de fiabilité? Je vous dirais que c'est essentiellement une interaction entre la loi, la disposition 85.3 qu'on a vue tout à l'heure, le registre des entités visées et également, quand vous regardez les normes, le contenu des normes. Mais de façon générale, puis je pense que jusqu'à un certain temps, moi personnellement, il y avait un certain flottement à savoir comment ils vont véritablement l'appliquer. Dernièrement, la régie, dans une décision sur la question je vais y revenir, il y a un changement de méthodologie qui est proposé par le coordonnateur de la fiabilité. Dans une décision récente, la régie a dit essentiellement pour nous, déterminer qui est assujetti ou pas, ça va être le registre des entités visées et c'est ça qui va être l'assise à savoir si oui ou non vous êtes assujetti aux normes de fiabilité. Registre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui doit être déposé par le coordonnateur de la fiabilité. Si vous regardez dans les documents que je vous ai remis, j'ai remis un exemple de registre. Je pense que ça devrait être le premier document que vous avez, qui s'appelle Registre des entités visées. Tout à l'heure, on verra sur le site de la régie où ça se retrouve. Mais essentiellement, quand vous regardez je ne sais pas si tout le monde le voit, mais les deux pages où il y a à peu près une trentaine d'entités qui se retrouvent, présentement, je pense que ça a été en janvier 2016, 14 janvier 2016, la dernière version qui a été déposée, c'est ça qui, pour 2016, pour le NPCC, fait foi de qui est assujetti aux normes de fiabilité. Et vous voyez à côté de ça, dans les différentes colonnes, les fonctions dont je vous ai parlé, pour ce qui est de vous, là, les GO, les GOP, les TO, les DP, etc. Alors, c'est ça qui est finalement votre assise juridique pour savoir si, à la base, vous êtes assujetti aux normes de fiabilité. Il date de quand, juste ce document, la dernière mise à jour? 14 janvier 2016, oui. Pour être encore plus précis au niveau de l'application, une fois qu'on a vu bon, vous êtes assujetti, vous faites partie de la liste des 30 heureux élus. Ensuite, vous allez devoir regarder les fonctions de façon spécifique. Puis ensuite, vous allez devoir, par rapport et peut-être que je vais y aller tout de suite, si vous regardez après la liste, je vous ai remis un exemple de fiche d'entité visée. Puis j'ai pris la première, là, donc je m'excuse, je ne voulais pas faire de publicité pour ArcelorMittal. Mais si vous regardez la fiche, ce que vous allez voir au début comme étant facteur d'inclusion au registre,
Ça, c'est pas mal ce que vous avez vu tout à l'heure avec la disposition 85.3. Ensuite, les différentes fonctions, dans le cas de cette entité-là, il est essentiellement un TO. Alors, quand il va avoir à regarder les normes de fiabilité, au début, au niveau des fonctions qui sont visées, bien, si la norme touche un TO, bien, automatiquement, il devrait la regarder avec un petit peu plus d'analyse. Ensuite, vous devez regarder au niveau des installations, les différentes caractéristiques. Et ça, vous avez aussi en tête, dans le contexte de l'ensemble du registre des entités visées, des descriptions de différentes installations qui également vont être parlantes pour déterminer comment lire et interpréter la norme. Et finalement, il y a des équipements également à regarder. Je vais vous donner l'exemple de, par exemple, la remise en charge de réseau. Ici, on a indiqué non. Alors, si dans une norme, par exemple, vous êtes un TO, et donc vous êtes visé par la norme, mais dans la norme, on dit, puis là, je ne sais pas si ça s'applique, là, du point de vue technique, là, prenez pas mon exemple comme si c'était effectivement ce qui est indiqué dans la norme, mais si la norme dit essentiellement, vous, Théo, si vous possédez un appareil de remise en charge du réseau, vous devez respecter telle exigence. À partir du moment où vous êtes un TO, mais vous ne possédez pas de remise en charge de réseau, vous pouvez considérer que la norme ne s'applique pas à vous. Vous êtes assujetti au départ, mais en fonction du fait que vous n'avez pas cet équipement-là, bien, la norme ne devrait pas s'appliquer à vous. On a tenté que ça soit encore plus clair au niveau des... On va voir la norme et l'annexe Québec, qu'on appelle, qui est comme plus les particularités d'une norme de fiabilité. On a tenté que ça soit encore plus clair dans les différentes normes, de dire de façon spécifique, tel équipement ne s'applique pas. Bien, on n'a pas toujours eu gain de cause là-dessus, mais à la limite, au niveau du registre des entités visées, c'est pas mal ça qui est la base, et la fiche également. À ça s'ajoute, quand vous allez regarder de façon plus spécifique la norme, si vous avez ou pas tel équipement. Et également, dans l'annexe Québec, dans certains cas, il y a des exclusions spécifiques. Mon collègue va parler des CIP tout à l'heure, mais les CIP, dans la version 1, c'était un bon exemple d'exclusion, parce que, puis vous l'avez même dans les exemples d'équipements ici, c'est le troisième, actif classé critique aux fins des normes, non. Bien là, on avait déjà une indication à l'époque, quand c'était la version 1, sans tout le... Vous allez voir comment c'est complexe maintenant de déterminer si on est assujetti ou pas aux normes CIP, mais à l'époque, c'était le coordonnateur de la fiabilité qui faisait cette analyse-là. Puis, si vous n'aviez pas d'actifs classés critiques, bien, vous pouviez tout de suite discarter toutes ces normes CIP-là, elles ne s'appliquaient pas à vous. Alors, c'est un peu pour vous dire, c'est pas un exercice qui est facile, ça vous démontre qu'il faut regarder bien, le registre, votre fiche, si vous êtes une entité visée, vous devez regarder les fonctions, vous devez regarder vos installations puis les équipements qui sont visés dans la norme. C'est tout à fait simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de la notion de réseau de transport principal et également de l'annexe Québec. Je vous ai remis également dans les documents un exemple de norme, c'est la norme COM, juste pour vous montrer qu'essentiellement dans la facture, la norme de fiabilité au Québec, elle est sensiblement pratiquement celle de la NERC, mais différence, on y retrouve l'annexe Québec, où naturellement, bon, la régie indique que c'est elle qui est responsable de la surveillance. Et quand il y a des exclusions particulières au niveau du Québec, c'est là que vous allez les retrouver. Et au niveau de l'interprétation à donner, c'est que si on a une particularité québécoise, l'annexe va avoir préséance sur le reste de la norme. Alors, quelle est la situation actuelle au niveau des normes? Au départ, le dossier de 2009, le coordonnateur de la fiabilité avait déposé 95 normes de fiabilité. La régie, je pense en 2011, a rendu une première décision partielle où elle acceptait essentiellement le contenu de ces normes-là,
mais c'est dans le cadre de cette décision-là où elle a demandé au coordonnateur de la fiabilité d'aller faire ses devoirs pour avoir une annexe, l'annexe Québec que je vous ai montrée, qui contiendrait dans un seul et même document toutes les particularités au niveau de la juridiction québécoise, des installations québécoises, etc. Donc, de ce dossier initial-là, 60 de ces normes-là ont été adoptées, mais elles n'ont pas été mises à jour tout de suite. Alors, présentement, il y en a 12 qui sont à jour depuis le 1er avril 2015. Il y en a 16 qui le sont depuis le 1er janvier 2016. Et il y en a 2 autres qui vont être en vigueur en avril 2016. Et ça, je vous disais, c'est le premier dossier. Naturellement, compte tenu que ça a été en 2009 puis on est rendu en 2016, ils ont été obligés de suspendre certaines normes parce qu'on était rendu à des versions 2, 3, 4 et 5 du côté de la NERC. Ça devenait des normes essentiellement obsolètes. Alors maintenant, on voit de plus en plus des nouveaux dossiers déposés par le coordonnateur de la fiabilité de normes qui sont déjà adoptées, mais qu'on est rendu dans une 3e ou 4e version. Essentiellement, ce qui est prévu, c'est qu'il devrait avoir pour le futur une centaine de normes au total. Et contrairement à ce que l'on a présentement en termes d'entités visées, on devrait avoir pas mal plus d'entités visées qui seraient rajoutées à la liste que vous avez vue tout à l'heure. Le processus d'adoption des normes. Au niveau des États-Unis, c'est la NERC qui développe les différentes normes et c'est la FERC qui les adopte. Comme vous avez vu, au Québec, c'est la régie qui va adopter les normes. Donc, c'est le coordonnateur qui les dépose et ensuite, il y a une audience devant la régie sur l'adoption des normes. Puis, je pense que c'est important pour vous, surtout ceux qui ne sont pas assujettis, même ceux qui le sont, à savoir, quand on a fait le premier dossier en 2009, on a dit à la régie, ça c'est beau, c'est pour les normes qui sont déposées, mais qu'est-ce qui va arriver des prochains dossiers où le coordonnateur de la fiabilité va déposer des normes? Est-ce qu'il va les développer tout seul, ces normes-là, ou les parties assujetties pourront faire part de leurs commentaires puis intervenir dans le processus? Et la régie a accepté. Et donc, le coordonnateur de la fiabilité doit, avant même de déposer les nouvelles normes, faire un processus de consultation. Alors, dans le cadre de ça, si vous allez sur le site de Transénergie, dans la section coordonnateur de la fiabilité, normes de fiabilité, vous allez voir tous les processus de consultation qui sont en cours et qui précèdent un dépôt formel à la régie de normes de fiabilité. Alors, je vous suggère fortement que la personne chez vous, si vous n'en avez pas une, mon collègue va vous dire que ça serait bien grand temps de nommer un responsable de la fiabilité au sein de votre entreprise, mais cette personne-là devrait aller voir et s'assurer de ce qui est déposé par le coordonnateur de la fiabilité dans un contexte de consultation publique. C'est fort important parce que, premièrement, ça va vous dire pourquoi le coordonnateur de la fiabilité juge que telle norme devrait être déposée. Ça va vous permettre premièrement, de la comprendre, d'émettre des commentaires et aussi, si, par exemple, pour certaines normes, ça implique des coûts énormes, vous allez déjà avoir une voix au chapitre pour dire, écoutez, moi, je sais pas, je suis un producteur, puis par rapport aux 50 NVA, on parlera de la nouvelle méthodologie, mais mettons que vous avez 55 NVA, puis le dépôt de telle nouvelle norme fait en sorte que vous êtes obligé d'investir des millions de dollars. À un moment donné, entre l'impact au niveau de la fiabilité puis les coûts, il y a quand même une analyse à faire et je pense que la régie est sensible à ça. Alors, si vous n'intervenez pas déjà dans le processus de consultation, ce qu'on voit pas mal maintenant dans le nouveau dépôt des normes, c'est que le coordonnateur de la fiabilité va dire « J'ai fait le processus de consultation, il n'y a personne qui a cogné à ma porte, il n'y a personne qui est venu dire quoi que ce soit, par exemple, au niveau de l'impact de la norme sur les activités. » Alors, puis ceux qui ne sont pas intervenus dans le contexte de la consultation et qui interviennent lors du dépôt de la norme à la régie, c'est un petit peu plus difficile d'expliquer pourquoi ils n'ont pas participé au processus de consultation. Alors, suggestion, regardez ce que le coordonnateur de la fiabilité dépose. Et intervenez aussi au besoin au niveau devant la Régie de l'énergie
dans le processus de l'adoption des normes. Alors, au niveau du dossier initial de 2009, comme vous le savez, bon, c'est toujours en cours. Il y a d'autres dossiers actifs depuis. Mon collègue va vous parler de celui des CIP. Il y a un nouveau dossier qui a été déposé. Sachez également qu'il y a eu une proposition qui a été faite par le coordonnateur de la fiabilité quant à une nouvelle identification des éléments du réseau de transport principal, et ça vous touche plus particulièrement parce que l'objectif serait de hausser le seuil de 50 à 75 MVA pour les producteurs et ceux qui sont dans le in-between, si vous me permettez mon anglicisme. Il faut que ce soit à ce moment-là certains critères de fiabilité entrent en ligne de compte. Et ça, c'est un bon exemple pour vous montrer l'importance de suivre ces dossiers-là. J'ai eu un client qui, quand il y a eu vent des modifications possibles qui se faisaient aux États-Unis sur le changement au niveau du BES, l'augmentation du seuil de 50 à 75 MVA, a commencé à faire des démarches auprès du coordonnateur de la fiabilité pour dire, écoute, regarde, moi, au 1er janvier 2016, alors que peut-être en juillet, quand tu vas déposer ta nouvelle méthodologie, moi, là, je suis obligée de faire des investissements, je suis obligée de m'assujettir puis de respecter les normes, alors que peut-être dans 6 mois, ça sera plus d'actualité. Alors, on a fait des pressions, je dirais, au niveau du coordonnateur, et là, déposer, c'est un peu à l'avantage aussi du coordonnateur, parce que le producteur en bénéficiait, là, HQP, mais bon, ça, c'est mon petit côté un peu éditorialiste, mais toujours est-il que ça fait en sorte que le coordonnateur a demandé à la régie, de permettre la suspension de certaines entités au registre des entités visées, tant et aussi longtemps que la nouvelle méthodologie rentrera en fonction. Donc, pour éviter que des entreprises au 1er janvier 2016 aient à avoir à respecter les normes de fiabilité, puis du jour au lendemain, envoyer des avis au NPCC à l'effet qu'ils étaient non conformes, ça nous a permis de pouvoir suspendre l'application des normes. Alors, le processus de surveillance de la conformité, bien, il s'effectue essentiellement par NPCC et NERC supervise tout ça. C'est dans le contexte des ententes dont je vous ai parlé tout à l'heure et toute la question du programme de surveillance de la fiabilité. Le PSCAQ est un programme de surveillance qui est essentiellement pas mal similaire à ce qui se fait au niveau des États-Unis, de la NERC. Donc, il y a des audits de conformité, des déclarations de conformité, des contrôles ponctuels, des déclarations de non-conformité et la soumission périodique des données. Le NPCC a déposé son plan d'action sur ce qu'elle allait vérifier au cours de 2016. La Régie l'a adopté et le plan d'action pour la surveillance de la conformité est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le plan d'action du NPCC pour 2016 prévoit, donc pour tous ceux qui sont dans les entités visées, parce que pour certains, ils pensent que ça ne s'applique pas là, au Québec, mais il est en action le plan. Alors déjà, le NPCC est en train de faire pour l'ensemble des entités visées une évaluation du risque inhérent, donc une espèce de risk assessment. C'est même pas prévu nulle part dans le programme de surveillance, mais on a appris lors de la rencontre à la Régie en décembre qu'ils mettaient en place ce processus-là qui devrait prendre fin en 2016 au début du 2017. Dans le plan, vous allez voir essentiellement quelles sont les normes de fiabilité que le NPCC va surveiller au cours de l'année. Et essentiellement, pour les audits, c'est pour cette année seulement HQCME et HQT qui vont être visés. Il y a plusieurs moyens là, donc, pour s'assurer de la conformité et de s'assurer que les normes de fiabilité soient bien respectées. Mais le NPCC, sachez que c'est lui qui va transmettre, essentiellement, est considéré comme l'expert en la matière. C'est lui qui va envoyer à la Régie des recommandations, à savoir s'il y a une contravention à une norme. Et également, c'est lui qui va faire des recommandations à la Régie au niveau du guide de sanction. Il est bien au fait du fait que le guide de sanction n'est pas le même qu'aux États-Unis,
mais entre vous et moi, demain matin, dans le day-to-day, là, alors qu'ils font cette même job-là aux États-Unis, puis qu'ils vont avoir à la faire au Québec, en tout cas, j'ai hâte de voir si on va, si on tendra pas un peu trop du côté de nos amis américains versus application qui est plus québécoise. Et c'est essentiellement la régie qui va déterminer une contravention, une sanction dans le cadre d'une audience spécifique là-dessus. On a vu tout à l'heure que la régie avait un rôle de déterminer l'adoption des normes. Bien, elle va avoir un rôle tout à l'heure également. Les mêmes régisseurs qui vont avoir peut-être adopté certaines normes vont avoir à vous entendre suite à une contravention qui pourrait être alléguée. Puis c'est un peu particulier parce que ça va être essentiellement les gens qui sont en charge du côté administratif là, de la régie, donc les gens du PSCAQ, je pense qu'il s'appelle le ESF, là, mais ceux qui sont en charge de surveiller les normes, ils vont finalement déposer devant la régie, ils sont employés de la régie, ils vont déposer devant la régie un dossier à l'effet qu'il y a une contravention. Alors, la régie a essayé de prévoir une espèce de mur de Chine entre le groupe administratif qui se trouve à avoir à la surveillance des normes et naturellement l'ensemble des acteurs qui travaillent avec la régie, soit au niveau de l'adoption des normes ou encore monter les dossiers relatifs aux contraventions. Donc, outre l'audience, je vous mentionne, quand on regarde le programme de surveillance, qu'il y a d'autres moyens. Il y a la procédure simplifiée, il y a également la possibilité de s'entendre avec le NPCC. Naturellement, le tout va être sujet à l'approbation de la régie. Ce que j'ai compris, c'est qu'essentiellement, la notion de projet de règlement, c'est vraiment ce qui est l'approche privilégiée aux États-Unis pour s'assurer qu'on n'ait pas à aller devant l'organisme aux États-Unis, disons la FERC, pour avoir à déterminer s'il y avait contravention. Et dans ce cas-ci, ça serait effectivement la régie. Donc, juste un petit mot pour vous dire également que juste récemment, la régie a adopté finalement le guide de sanctions. Toute la question de la mise en application des normes a été un petit peu reportée à cause du guide. Mais maintenant, bon là, vous savez qu'il y en a qui sont adoptées, il y en a qui sont en vigueur et techniquement, elles vont devenir assez rapidement sanctionnables. Parce que là, il y a un guide français qui est déposé. On aura à déposer du côté du coordonnateur de la fiabilité le guide anglais. Puis je pense qu'on va arriver peut-être autour du mois de... Tous ces délais-là nous amènent à peu près en avril de cette année. Donc, dès avril-mai, là, ben, les normes, prenez pour acquis qu'elles vont être maintenant sanctionnables. C'est intéressant de noter également qu'il y a un délai de 60 jours minimal qui a été prévu par la régie au niveau de l'adoption des nouvelles normes pour qu'il y ait comme une espèce de buffer naturellement entre l'adoption et la mise en vigueur des prochaines normes. Petit mot rapidement sur le guide de sanctions. Ben, quand la régie va avoir à déterminer s'il y a sanction, il y a toutes sortes de facteurs aggravants qu'on va avoir ou atténuants que la régie va prendre en compte. Je vous ai donné certains exemples de ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus des sanctions, ben, elle peut imposer des plans de redressement, des mesures correctives, etc. Je vous ai mis, c'est lié naturellement au guide de sanctions, c'est une espèce de tableau qui vous résume quelles pourraient être les sanctions. Et là, c'est un jeu entre s'il y a un impact grave ou pas au niveau de la fiabilité. Et dépendamment de ça, la régie a une certaine marge de manœuvre pour déterminer comment on imposera les sanctions. Et à ça se rajoutent les différents facteurs d'ajustement. Puis là, j'ai-tu 2 secondes d'écart pour aller sur le site de la régie? Peut-être juste vous montrer, parce que je trouve que c'est parlant, là. Si vous allez ici, sur le site de la régie, vous allez, je vais aller directement. Non, j'ai dit, vas-y. Non, ouais. Ça, c'est le groupe administratif dont je parlais de la régie qui a mis ça en place. Et là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est pertinent. Donc, l'encadrement réglementaire,
Vous avez la loi, vous avez les ententes que je vous ai parlé de 2009-2014 avec le NPCC, les dossiers relatifs à la désignation du coordonnateur de la fiabilité. Vous avez également le registre des entités visées, directement si vous voulez voir au niveau du registre qui est à jour, il se retrouve là. Et vous avez les différentes identifications utilisées pour les entités visées. Ensuite, au niveau des normes de fiabilité, vous les avez toutes là, avec la date de mise en vigueur et les décisions relatives à ces normes-là. Ça va être sûrement très pertinent tout à l'heure quand on va avoir à les interpréter, parce que juste par rapport au dossier de 2009, là, moi j'ai comme un plan dans mon bureau de toutes les rencontres techniques, de toute l'adoption de toutes les familles de normes, c'est fou. Et ensuite, vous avez tout ce qui est le glossaire dont je vous ai parlé, tout le programme de surveillance. Et là, dans ça, vous avez le plan d'action, vous l'avez ici. Alors, pour voir qu'est-ce qui est visé comme étant des normes importantes pour la NPCC, vous le retrouvez là. Alors, tout se retrouve là. Pour ce qui est des dossiers actifs, ceux-là, vous les retrouvez essentiellement dans audience en cours. C'est là que vous voyez essentiellement les différents dossiers de normes de fiabilité et vous pouvez voir tous les différents documents qui sont déposés. Donc, je vais essayer de faire vite pour que le temps manque. Donc, ma présentation se recoupe un petit peu avec celle de Mme Amoué. Donc, il y a certains points que je vais passer un peu plus rapidement, certains autres que je vais plus élaborer. Donc, au niveau de la présentation, essentiellement, je vais présenter juste un petit peu l'entreprise, qu'est-ce que nous, on peut offrir pour vous préparer. La présentation que je vais faire, c'est plus comment vous pouvez vous préparer pour l'instant par rapport aux nouvelles normes de fiabilité qui vont arriver bientôt. Donc, j'ai une certaine mise en contexte, quelques diapositives aussi sur l'applicabilité. Je vais parler des normes et exigences NERC et plus spécifiquement NERC CLP. Parmi les normes que nous on vise le plus, c'est aussi celles qui sont les plus complexes à mettre en place, les plus complexes à comprendre aussi. Donc, c'est plus là-dessus qu'on va élaborer. Donc, puis à la fin, si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir de les répondre. Si on manque un petit peu de temps, je vais être disponible au kiosque du groupe Omega à la fin. Donc, vous pourrez aussi venir me voir pour adresser des questions ou des interrogations que vous avez. Donc, juste pour faire un petit historique de l'entreprise, le groupe Omega existe depuis environ 34 ans. Donc, on était quand même multidisciplinaire, autant au niveau électricité, automatisation, mécanique de contrôle. On a eu une petite division qui faisait la fabrication de modes mesure de vent, jusqu'en 2006-2007. Puis ensuite, on a eu le département d'informatique industrielle qui on a travaillé sur plusieurs parcs éoliens, sur la plupart des parcs éoliens au Québec actuellement. Puis tout récemment, là, on a ouvert un nouveau service, un centre de contrôle 24/7 pour la supervision d'éoliennes. Donc, nous, on a fait beaucoup d'éoliennes. Aujourd'hui, je vais un petit peu dépersonnaliser parce que au niveau éolien, là, que ce soit la production et les procédés, c'est à peu près tous la même chose. Donc, que ce soit une usine de biométhanisation ou des centrales hydrauliques, là, au niveau de NERC, essentiellement, ça se ressemble énormément. Parfois, le cas de figure est plus agréable d'utiliser le domaine aérien parce que c'est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais ça ressemble essentiellement à ça. Donc, au niveau des services qu'on offre, c'est plus par rapport au SCADA. On est très impliqué au niveau de la construction des sites. On assiste beaucoup au niveau de l'organisation de la réseautique, la télécommunication, la télémétrie. On est un intégrateur SCADA. On ne fait pas de SCADA, mais on aide les clients à l'intégrer. On utilise plusieurs plateformes qui sont disponibles sur le marché selon les besoins des clients. Donc, dans le secteur de l'énergie, on a fait plus de 30 systèmes SCADA au Québec, plus de 18 systèmes d'historiens de données. Donc, on est très proche des données des clients. Puis,
Puis c'est pour ça le volet qu'on a au niveau de la cybersécurité, c'est qu'on est vraiment les mains dans la communication, dans les portes d'entrée sur les parcs éoliens, puis c'est très important de sécuriser ce secteur-là. Donc, au niveau de quelques autres projets qu'on a réalisés, on a travaillé sur des projets micro-réseaux. On travaille aussi avec des bandes d'essai REC, puis des systèmes de SCADA pour l'avenir pour la nouvelle éolienne qui est installée dans le Nord. Donc, autant des petits, des gros projets, des petits propriétaires, des grands propriétaires, ça ne fait pas de différence. Il faut tout ce qui adresse les questions de cybersécurité. Donc, juste pour montrer notre service qu'on a 24/7, on a la supervision d'éolienne, mais ça peut être aussi la supervision de liens de disponibilité, mais aussi si vous avez des firewalls que vous voulez vérifier, vous n'avez pas eu d'intrusion, on va avoir des yeux constamment arrivés vers vos systèmes à vous pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'actifs qui deviennent inactifs ou inopérables pour vous. Donc, pour l'instant, sur quels critères ça va le commentaire de chronologue fiabilité pour identifier les entités qui doivent être visées? Comme on a vu avec Paul précédemment, c'est essentiellement les producteurs d'énergie qui ont des installations de production qui dépassent les 50 MVA. La dernière version qu'on avait, qui date du 14 janvier 2016, inclut toujours les unités de 50 MVA, mais prochainement, ça devrait inclure 75 MVA. Il y a eu une décision préliminaire qui a été prise, elle n'est pas encore complète, qui pourrait amener là, à se rendre à 75 MVA. Donc, il y aurait quelques sites de production qui seraient enlevés. Ça reste à suivre. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Il faut quand même s'assurer que dans le gap entre 50 et 75, s'assurer qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'on ne reste pas encore assujetti aux normes. Donc, au niveau de l'applicabilité, si nous sommes un producteur avec des sites de plusieurs unités de production de moins de 75 MVA, est-ce que l'on est visé? C'est une question qui nous revient souvent. Est-ce que les éoliennes ne font pas 75 MVA, c'est toutes des 1,5 MW, 1,5 MVA chacune? Est-ce que ça fait une différence? Non, parce que au niveau de la formulation, au niveau de NERC, c'est plutôt par rapport à quand vous avez le raccordement au réseau de transport, vous avez une agrégation. Donc, il faut que la production globale dépasse 75 MVA. Donc, pour des sites que vous pourriez avoir 2 autotransformateurs, est-ce que ça serait 2 entités visées ou une seule? Bien, c'est une seule entité visée, il y a un seul raccordement au réseau. Même s'il y avait 2 raccordements au réseau, si c'est par rapport au même poste électrique, c'est quand même une seule entité visée. J'ai rajouté aussi à la prochaine diapositive une question qui m'est souvent demandée. Si on a une artère qui est réputée d'une extension communautaire, une annexe, est-ce que ça peut être une entité visée séparément? Non, c'est l'un seul raccordement, c'est une seule entité visée. Donc il peut y avoir les responsabilités qui sont attribuées à l'un ou l'autre, mais c'est une seule entité visée. Donc, c'est les 2 prochaines slides pour vous montrer un petit peu là, les deux côtés, là, les entités visées que vous allez l'imprimer avec vous. Donc, essentiellement, si vous ne l'êtes pas déjà dans la liste des entités visées, ce qui est important à voir, c'est au niveau des facteurs d'inclusion. Ici, on voit que c'est encore 50 MVA qui est adopté. Ça se pourrait que bientôt, ça tombe à 75 MVA. Et ensuite, nous avons les fonctions selon le modèle de fiabilité de la NERC. Donc, c'est des fonctions, Mme même a parlé tout à l'heure, mais c'est le côté qui est très important. Si vous êtes dans le registre, c'est la première chose à vérifier, c'est quoi vos fonctions qui se rattachent avec vous pour savoir c'est quoi les normes qui vous touchent par rapport à ça, qui en découlent avec ces fonctions. Donc, par la suite, combien de producteurs d'énergie seront dans le registre? Donc, pour la nouvelle méthodologie que je parlais tantôt, qui est une décision provisoire dès 2013 plutôt, en février 2016, donc aujourd'hui, 18 des 30 parcs éoliens en production et raccordés au réseau d'Hydro-Québec seront dans la liste d'entités visées. Vers la fin de 2017, 22 des 37 parcs éoliens seront inclus,
Cela représenterait environ 3451 sur 3980 MW, soit 86% de la production éolienne qui sera visée par les normes de fiabilité neutre. On n'a pas, pour l'instant, rajouté les centrales, parce qu'aujourd'hui, on est pour la terre, c'est les producteurs d'énergie renouvelable. L'information sur les centrales éoliennes était plus facile à avoir, à regrouper, étant donné que, comme on a discuté tantôt, le registre, pour l'instant, il n'est pas encore complet. Il y a beaucoup d'installations qui ont été faites depuis même 2013, qui ne sont toujours pas dans le registre. Donc, c'est un petit peu difficile à recouper pour le moment, mais au niveau éolien, c'est un peu plus public. Donc, c'est plus facile à trouver sur Internet. Donc, quelles sont les fonctions des producteurs d'énergie membres de la part? Mais pour les producteurs, essentiellement, ce serait seulement 3 fonctions. Propriétaire de réseau de transport, TO, GO, propriétaire d'installation de production, et GOP, exploitant l'installation de production. La plupart vont être GO-GOP, certains vont avoir TO supplémentaires rajoutés selon leur infrastructure qui les conçoit. Donc, rapidement, quelles sont les normes de fiabilité qui s'attachent à ces fonctions? J'ai sorti le nombre de normes et les exigences pour donner un ordre de grandeur. Donc, pour TO, nous avons 13 normes et 233 exigences. GO, 12 normes comprenant 205 exigences. Et GOP, 16 normes comprenant 263 exigences. Un total de 21 normes distinctes comprenant 331 exigences. Quand je parle de normes distinctes, c'est comme le document COM que Paul nous a présenté tantôt. Donc, il y a un document pour chacune des normes qui explique, qui peut avoir vers la fin un annexe spécialement conçu pour le clinique. Donc, ici, c'est la liste actuellement adoptée par la régie qui vise principalement les fonctions de producteurs d'énergie renouvelable. Donc, en vert, j'ai inscrit les normes qui sont actuellement adoptées et mises en place. Donc, les personnes dans le registre devraient déjà avoir adressé ces normes, puisqu'ils sont présentement assujettis à ces normes. Celles-là en orange, c'est les normes qui ont été adoptées mais pas mises en application encore. Je veux juste que vous notiez qu'il y a les normes ici, CIP-001-2A, on a la liste des normes CIP. Quand ils finissent par le chiffre 1, on voit des fois 1, des fois 5, donc chiffre 1, c'est la version 1 qui est adoptée. Donc, tout ceci est disponible autant sur le site de la régie que sur le site du coordonnateur de fiabilité. Donc, vous allez pouvoir suivre l'évolution. Donc, c'est une des choses qui est très importante à surveiller dans les prochains mois. Il va y avoir de plus en plus de normes qui vont arriver. Donc, qu'est-ce que les normes NERC CIP? Le terme CIP désigne Critical Infrastructure Protection, qui signifie la protection des actifs critiques, plus particulièrement de la cybersécurité. Les normes de CIP ont été développées par NERC avant 2005. Ces normes reconnues dans l'industrie servent à mieux protéger les actifs critiques face à de nouveaux enjeux de sécurité et assurer la fiabilité des réseaux électriques. Donc, les normes CIP ont été construites à l'aide de différentes normes américaines, que ce soit les normes NIST, NIST ou CERT. C'est aussi en partenariat avec le Homeland Security des États-Unis. Donc, c'est eux autres qui ont préparé le cadre pour les normes CIP. Donc, pourquoi la régie a suspendu la norme des CIP1? On voyait tout à l'heure qu'elle a été adoptée, mais elle n'avait pas été mise en application. Dans le dossier R3699-2009, ils ont été adoptés. Ils ont été suspendus le 7 octobre 2015 dans la décision D2015-168, qui a été trop désuète. Madame Alain a parlé un peu tout à l'heure, donc on s'en allait mettre en application une norme que plus personne n'utilise ailleurs, elle est déjà rendue désuète. Le processus a été un peu plus long qu'on pensait, c'est la machine ECC qui est un peu plus lente ici au Québec. Donc, il est important de noter que dans le cas d'une... C'est pas pour des avocats, là. Non. Il est important de noter que dans le cas d'une adoption et d'une mise en vigueur rapide des normes CIP 5,
les délais qui seront accordés pour mettre en place les nouvelles normes seront plus courts que ceux qui étaient déjà visés par l'ancienne norme version 1. En effet, pour les entités qui n'étaient pas visées par les normes CIP V1, elles étaient exemptées de l'application. Un délai de grâce supplémentaire leur sera accordé pour s'allumer aux nouvelles versions. Donc, j'ai ici là, les dates d'entrée en vigueur qui étaient discutées pour les normes. On voit ici que c'est les normes version 1. Là, on est en train de parler des normes version 5. Donc, vous voyez ici, là, il y a deux lignes. La deuxième ligne, c'est entité exemptée de l'application de la version 1. Donc, pour ceux qui n'étaient pas actuellement dans le registre des entités et qui n'étaient pas visées par la version 1, n'ont pas nécessairement les mêmes dates d'entrée en vigueur là, pour les normes. Puis, certaines personnes questionnent pourquoi on parle de 1 à 5, qu'est-ce qui s'est passé. Essentiellement, c'est que des normes qui sont itératives, là, quand ils déterminent que certaines modifications à ajouter, ils les ajoutent au niveau des normes. Mais les versions 2 et 4, c'était des versions qui étaient avec des évolutions mineures. Donc, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que la version 1, la version 3 et la version 5 là, sont tombées en application ou sont sur le point de l'être. Donc, on risque d'avoir ici au Québec de passer directement de la version 1 à la version 5. La version 5 qui étant la version qui va être à l'étude, qui a été traduite en français et qu'on travaille régulièrement avec, là, juste quand que les personnes veulent savoir à quoi ça correspond les normes qui vont s'appliquer éventuellement. Donc, c'est quoi les normes NERC-CIP qui s'appliquent aux entités? Mais contrairement à toutes les autres normes NERC qu'on a parlé tantôt, les normes CIP ne s'appliquent pas directement à toutes les entités qui sont visées dans le registre. C'est seulement après avoir réalisé les normes CIP 002 5.1, qui est voyez ici à gauche, catégorisation des systèmes électroniques BES. C'est celle qui va nous permettre de savoir si on est visé par les 9 autres normes. Donc, c'est très important de la réaliser parce que c'est celle-là qui va nous dire c'est quoi les degrés d'impact. Donc, quelles sont les grandes différences entre NERC CIP 5 quand on compare avec NERC CIP version 1? C'est que la CIP version 5, mais au niveau de la norme numéro CIP 02, propose un nouveau processus pour identifier les actifs critiques du système de production de transport, l'utilisation d'un nouveau glossaire pour CIP, l'ajout de nouvelles normes, l'identification si vous êtes visé par une norme CIP, ne se fait plus par le coordonnateur, et un nouveau sommaire des impacts. Donc, essentiellement, au niveau de la norme CIP 002-5, pour savoir c'est quoi les critères de degré d'impact, il faut se référer là, avec la norme. Il y a le Bright Line Criteria qui est à la fin du document de la norme, qu'il faut lire, puis après, avec certaines matrices, là, on peut savoir si vous êtes considéré comme un impact faible, moyen et élevé. Ensuite, au niveau du glossaire, il y a beaucoup de mots qui sont ajoutés. C'est des mots qui sont assez importants à comprendre parce que dans les normes, ils s'y réfèrent beaucoup. Puis il y a des fois, si vous avez déjà lu les normes en anglais puis tombé en français, la signification, des fois, le changement, des fois, ça peut porter à confusion. Et il y a des termes en anglais qui n'existent pas nécessairement en français, vice-versa. Donc, on a trouvé des mots similaires. Des fois, il faut se référer au glossaire pour être sûr et certain qu'on parle de la même chose. L'ajout des deux nouvelles normes par rapport à la version 1, gestion des changements de configuration et analyse de vulnérabilité et protection de l'information, c'est les deux normes à la fin qui se sont rajoutées. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est des normes qui vont être plus difficiles à mettre en place que les premières, mais ça va être les défis que les développeurs vont devoir adresser dans les prochaines années. Et ensuite, l'identification des entités visibles pour les normes NERC-CIP. Juste essentiellement, le
texte est souligné avec la ligne rouge. Le nouveau cadre d'application des normes CIP exige une identification au niveau des systèmes électroniques. Le coordonnateur ne pourra plus effectuer cette analyse au compte des entités visées. Ça va être l'entité visée elle-même qui va devoir faire l'analyse et déterminer si elle est visée par les normes CIP. Et ensuite, le sommaire des impacts pour CIP version 5. Donc, comme on peut voir au niveau autant de l'implémentation que le maintien suivi de la conformité, au niveau des normes, la plupart sont considérées comme élevées. Puis, au niveau du glossaire, il n'y a pas du glossaire, mais de la légende qui indique que ça présente des efforts nécessaires pour se conformer, que les juger que cela nécessite d'allouer des ressources matérielles, humaines, financières importantes pour la mise en application, donc pour l'implémentation et pour le maintien et la suivi de conformité. Donc, pour le non-respect de l'implantation du maintien et du suivi de la conformité, ça entraînerait des sanctions proportionnelles au degré des impacts, donc des sanctions plus sévères peut-être que plusieurs autres normes. Donc, juste pour expliquer un petit peu, quand on regardait le registre d'entités visées tout à l'heure, au niveau des sites version 1, version CIP 5, ça a un petit peu changé. Depuis le 3 aussi. Avant, c'était pas d'impact du tout ou certains impacts. Actuellement, on est tombé à la plupart sont soit faible impact ou impact modéré et haut impact. Donc, avant, c'est est-ce que les normes CIP s'appliquent à vous? Oui ou non? Puis maintenant, ben, à différentes échelles, donc, ils demandent différentes normes, plus de moins complexes à plus complexes à installer. Donc, le déroulement du processus CIP, je ne rentrerai pas en détail. Si jamais il y a du monde qui ont des questions, nous pouvons le demander plus après. Le processus est assez simple. Là, ça commence par identifier les actifs électroniques BES et les systèmes électroniques BES. Donc, c'est essentiellement la catégorisation, puis ensuite viennent les étapes pour est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir certains systèmes qu'il va falloir sécuriser. Si c'est possible, ben, on peut les enlever, puis ça aide un petit peu à être une tangente pour mettre en place les normes de sécurité. Donc, un point qui est important au niveau des installations de production au Québec, au niveau de la consultation QC-2014-02, il y a eu des commentaires reçus. Donc, le coordonnateur a introduit une disposition particulière d'application qui modifie la portée des normes CIP. Donc, ce n'est pas en application, c'est quelque chose qui est à l'étude, mais qui a été proposé que des exemptions additionnelles pour les normes CIP. Donc, on voit les normes CIP version 5. Donc, les producteurs de moins de 300 MBA soient exemptés de se conformer aux normes CIP. Donc, essentiellement, ce qui reviendrait, c'est que les producteurs de moins de 300 MVA devraient s'appliquer à la liste des autres normes, BALCOM, etc. Mais les plus de 300 MVA seraient toutes les autres normes, plus les normes CIP. Donc, c'est à l'étude, c'est à voir dans les prochains mois qu'est-ce qui va sortir s'il y a une décision prise par rapport à ça au niveau de la régie. Donc, que vous soyez ou non présent dans le registre d'entités visées qui est actuellement en vigueur, voici les sanctions que vous devriez, les actions plutôt, que vous devriez prochainement réaliser. Donc, établir une personne ressource qui s'occupera des normes de fidélité pour vos sites. Il est important que ce ne soit pas un sous-traitant, mais bien un employé, quelqu'un sur le payroll de votre compagnie. Une personne qui est à l'affût des changements au registre, donc qui devra vérifier régulièrement sur le site de la régie s'il y a eu des changements.